C'est un ballet diplomatique qui ne dit pas son nom, mais dont le poids politique et l'histoire, et voire historique, au regard bien évidemment de l'évolution de la situation politique du côté de la Guinée-Bissau. Moins de mois après les secousses militaires du 26 novembre dernier qui ont ébranlé Bissau, le Sénégal sort le grand jeu de la diplomatie de bon voisinage. À la manœuvre, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye envoie ses émissaires, le ministre Cheikh Niang et le général Biram Diop. Objectif, décrisper une atmosphère électrique. Et les premiers résultats sont là. Un accord de principe a été arraché au général Horta Tam pour la libération des détenus politiques. Entre médiation sécuritaire et rempart contre les sanctions internationales, Dakar s'impose désormais comme le pivot central d'une transition que l'on veut inclusive. Mais jusqu'où peut aller ce soutien? Le Sénégal est-il en train de redessiner la stabilité de la sous-région? Ce soir, nous décryptons les coulisses de cette mission de la dernière chance et l'engagement du président sénégalais aux côtés d'une Guinée-Bissau en quête d'un ordre constitutionnel. Vous l'écouterez également dans quelques instants, le chef de la diplomatie sénégalaise reçu par le président de la transition, le général Horta Tam. C'est un tournant géopolitique majeur qui vient de s'opérer sous nos yeux à Bamako. Un geste, une image et désormais un drapeau. L'Alliance des États du Sahel ne se contente plus de mots. Elle se dote d'un bras armé. Ce week-end, le colonel Assimi Goïta a officiellement acté la naissance de la force unifiée de l'AES. En remettant l'étendard de cette nouvelle coalition au général Daouda Traoré, le Mali, le Burkina Faso et le Niger scellent une promesse de destin commun, celle d'une armée mutualisée pour un espace souverain. Face à cette menace terroriste persistante, mais aussi face aux guerres économiques et informationnelles, les trois nations du Liptako-Gourma font le pari de l'unité absolue. Partage de renseignements, anticipation tactique et coordination totale, la force unifiée est-elle le rempart ultime que le Sahel attendait? Comment cette armée commune va-t-elle redessiner l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest de façon générale? Ce soir, nous allons également plonger au cœur de cette mutation stratégique, analyse, enjeux et perspectives d'une intégration militaire qui défie aujourd'hui les schémas classiques, à suivre dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue. La force unifiée de la Confédération de l'AES est-elle le dernier rempart que le Sahel attendait? Avant de répondre à cette question, nous allons tout d'abord questionner la médiation, voire le soutien apporté au président Horta Tam de la Guinée-Bissau par son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Certains ont parlé de soutien, d'autres évoquent aujourd'hui une solidarité agissante au niveau de la sous-région, mais surtout entre des voisins qui entretiennent des relations historiques comme le Sénégal ou encore la Guinée-Bissau dans un contexte politique incertain, tendu, marqué justement par ce coup d'État militaire du 26 novembre dernier. Le président Diomaye Faye a dépêché un émissaire du côté de Bissau en la personne du chef de la diplomatie sénégalaise, aux côtés notamment du ministre sénégalais de la Défense, le général Biram Diop. Objectif, prendre le pouls notamment de la situation sur place, mais surtout réaffirmer la solidarité agissante du Sénégal vis-à-vis de la Guinée-Bissau. Alors, nous allons nous intéresser de très près ce soir sur cette solidarité. Le Sénégal est-il en train de redessiner la carte de la stabilité au niveau de la sous-région? Que vaut cette solidarité affichée et réaffirmée du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, aux côtés notamment des autorités, des nouvelles autorités de la transition bissau-guinéenne? Nous tenterons de répondre à ces questions aux côtés de nos deux invités de la soirée. Habib Boubacar Touré, vous êtes du côté de Niamey au Niger. Merci à vous Habib. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Nguéné, merci pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs et aux téléauditeurs. Je salue vos techniciens qui abattent un travail extraordinaire. Je salue également nos copanélistes que vous allez présenter après moi. Et enfin, je voudrais souligner et rendre hommage au peuple malien, particulièrement à la population de Bamako, qui s'est mobilisée de façon extraordinaire pour accueillir les chefs d'État de l'AES dans le cadre de la conférence
des chefs d'État de la Confédération. Je voulais quand même souligner cette prouesse qui démontre que la Confédération des États de l'Alliance du Sahel est d'abord une œuvre des peuples avant que ce ne soit un instrument entre les mains des leaders que eux ils sont. Merci encore une fois de plus pour l'invitation de ce matin. Merci à vous, Habib Boubacar Touré. Votre copanéliste n'est autre que Patient Parfum d'Homme, comme tous les lundis soirs. Tous les deux, on vous retrouve dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir, doyen. Bonsoir, Baudelaire Nguene, le prince de ma tombe. Bonsoir à mon cher frère et ami Habib Boubacar Touré. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau de lundi avec lui. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs. Bonsoir à l'équipe du talk show de la radio, dont j'ai eu la chance de côté un extrait aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonsoir à nos techniciens, sans oublier les fidèles parmi les fidèles de la grande galaxie panafricaine. Je sais qu'en ces heures tourmentées, le concept panafricain est de plus en plus galvaudé par certains, mais ceux qui ont été là dès le départ et qui savent où nous voulons aller sont restés fidèles à nos idéaux, et je les serai gré vraiment en leur disant merci pour le soutien et pour la fidélité. Le combat continue. Merci une fois de plus pour cette invitation. Merci à vous, messieurs. Alors, moins de mois après le soulèvement militaire du 26 novembre dernier, le Sénégal déploie sa diplomatie de bon voisinage du côté de la Guinée-Bissau pour une mission de décrispation historique menée par le ministre Cheikh Niang et le général Biram Diop. Cette première délégation de haut niveau a obtenu des avancées majeures, notamment l'accord de principe du président de la transition, le général Horta Tam, pour la libération des détenus politiques interpellés lors, bien sûr, des événements du 26 novembre dernier. Entre médiation sécuritaire et plaidoyer international contre les sanctions, Dakar se positionne aujourd'hui comme un pivot central d'une transition inclusive, visant notamment à restaurer l'ordre constitutionnel et la stabilité du côté de la Guinée-Bissau. Nous faisons le point d'entrée sur cette mission dépêchée du côté de Bissau par le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un premier pas décisif vers la décrispation politique. Ce dimanche, une délégation sénégalaise de haut niveau a effectué la première visite officielle à Bissau depuis le soulèvement militaire du 26 novembre dernier. Ce déplacement marqué par une forte volonté de médiation positionne Dakar comme l'avocat principal de la stabilité chez son voisin du Sud. Conduite par le ministre des Affaires étrangères Cheikh Niang et le ministre des Forces armées, le général Biram Diop, la délégation était porteuse d'un message personnel du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Après 3 heures d'échanges intenses avec le général Horta Tam, président de la transition, et du haut commandement militaire, le message sénégalais est resté ferme sur un point: l'accompagnement indéfectible du Sénégal pour un retour rapide à la normalité constitutionnelle au nom de la fraternité qui lie les deux peuples. Et nous avons d'abord tenu à délivrer le message du président Bassirou Diomaye Faye qui nous a dépêchés ici à Bissau dans une démarche d'amitié, de fraternité et de solidarité avec le peuple bissau-guinéen. Nous avons discuté de la situation, n'est-ce pas, qui prévaut ici actuellement avec un gouvernement de transition qui a été formé. Et le Sénégal est venu pour réitérer, comme il l'a toujours fait dans les réunions internationales et récemment à la CEDEAO. Donc le Sénégal est venu pour réitérer sa détermination pour accompagner la Guinée-Bissau et faire en sorte que la normalité revienne le plus tôt possible. Le point d'orgue de cette visite est sans nul doute l'ouverture obtenue sur le dossier des prisonniers. Selon le ministre Cheikh Niang, le président de la transition a réagi de manière extrêmement positive à la demande de libération de toutes les personnes arrêtées lors des événements du 26 novembre dernier. De leur côté, les autorités bissau-guinéennes ont remis à la délégation sénégalaise un document stratégique justifiant le coup d'état militaire. 2 arguments majeurs y sont avancée. La prévention d'un chaos lié aux tensions internes au sein de l'État est une priorité affichée pour assainir les institutions du pays. À l'occasion de cette réunion, un mémo nous a été présenté, nous indiquant tout le background qui
qui a conduit à la situation qu'on a connue le 26 novembre. Et des explications ont été fournies, ces explications ont été bien reçues et nous comptons aussi les restituer, n'est-ce pas, au chef de l'État du Sénégal, à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous avons aussi évoqué la situation de ceux qui sont détenus et des propositions ont été faites par le Sénégal. Le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, João Bernardo Vieira, a relevé un engagement fort de Dakar. Le Sénégal se fait le défenseur de la Guinée-Bissau auprès de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. L'objectif est d'expliquer le contexte exceptionnel de ce changement de pouvoir pour éviter des sanctions économiques et politiques qui seraient préjudiciables à la population. Cette médiation sénégalaise, qui fait suite à celle du président sierra-léonais Julius Maada Bio, ouvre la voie à d'importantes réformes institutionnelles. La transition s'est engagée à revoir les cadres constitutionnels et électoraux pour restaurer un ordre démocratique durable. En obtenant la promesse de libération des détenus, Dakar vient de poser la première pierre d'un dialogue national inclusif en Guinée-Bissau. Une mission qui intervient à Habib Boubacar Touré dans la foulée justement de la tenue le 14 décembre dernier du côté d'Abuja du sommet de la CEDEAO. Que vaut ce soutien, réaffirmé d'ailleurs par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à son homologue le général Hortatam, en se souvenant déjà qu'au lendemain des événements du 26 novembre dernier, le Sénégal avait été le pays qui avait accepté, pris sur lui Habib, d'accueillir le président déchu Umaro Sissoco Embalo, même si en interne le sujet a divisé pas mal. Là, quand on dépêche une mission comme celle-là, quels sont les objectifs qui sont recherchés et que vaut précisément, ou du moins concrètement, cette solidarité agissante, réaffirmée, Habib? Merci, Nguéné, pour votre question. En réalité, ce qui se joue là n'est que la continuité de ce qu'a été la posture de Dakar au lendemain des événements qui ont vu l'armée prendre le pouvoir. Notamment la question d'abord de préservation de sécurité intérieure du Sénégal et aussi des enjeux économiques. Et vous avez observé que jusque-là, le Sénégal maîtrisait les événements au niveau de Bissau pour qu'il ne puisse pas avoir un impact sur son territoire. Mais avec les événements qu'on a observés le 7 décembre dernier au Bénin et la surenchère qu'il en a eu au niveau de la CEDEAO, leur intervention énergique sous de la France, le sommet qui s'en est suivi, qui ne pouvait pas ne pas également déteindre sur la situation à Bissau, après que les voix se sont un peu élevées et il y a une pression qui est en train d'être mise sur la junte à Bissau, chose qui ne va pas dans le sens des intérêts de la préservation de la sécurité intérieure d'abord du Sénégal à travers le conflit casamancé qui couvre toujours. Et rappelez-vous, déjà en mars de cette même année, il y a eu un accord qui a été signé avec une frange du mouvement rebelle Casamance sous médiation du président de la Embalo. Guinée-Bissau. Oui, sous la médiation du président Embalo, effectivement. Absolument. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, la menace d'intervention ou de déloger par la force le commandement militaire qui s'est imposé en Guinée-Bissau porte les germes d'une probable instabilité qui va forcément permettre une circulation libre des armes, une circulation libre à tous les trafics et compromettre la sécurité relativement stable au niveau de cette zone sénégalaise. Et sur le plan économique également, on sait qu'il y a un flux transfrontalier qui fait que le Sénégal est l'un des premiers partenaires économiques de façon, même si la plupart des échanges se font de façon informelle, mais quand même il y a un impact considérable sur l'économie sénégalaise à travers ces échanges transfrontaliers. Et enfin, il y a aussi des affinités entre aujourd'hui Ousmane Sonko, Domingo Ximeno Pérez, qui est l'un des acteurs politiques entre les mains de ces militaires, qui font que pour préserver sa sécurité et son intégrité physique, le pouvoir sénégalais
est amené à aller dans ce sens-là et même aller en contre-pied de ce qu'a décidé la CEDEAO. Il me semble que la délégation officielle qui devait arriver à Bissau pour la CEDEAO a été refusée carrément par les nouvelles autorités militaires. Donc, vous comprendrez que c'est d'abord une préservation des intérêts directs et immédiats du Sénégal qui sont en jeu, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt du Sénégal de voir sur cette partie de son territoire un espace complètement où l'anarchie est installée et qui va déteindre sur la situation sécuritaire intérieure. Donc, je pense que c'est cette fraîcheur d'esprit, je vais dire ce réalisme géopolitique et stratégique qu'a certainement eu le régime sénégalais et qui a poussé le président Diomaye Faye à envoyer cette mission de haut niveau pour définir la posture du Sénégal, se désolidariser en quelque sorte de ce que la CEDEAO projette de faire et donner des garanties. Parce que, encore une fois, rappelons-nous, quand il s'agissait de débarquer Yahya Jammeh en Gambie, c'était les forces sénégalaises qui avaient été utilisées. Et quand vous regardez dans la zone, la Guinée-Conakry n'est pas dans cette dynamique. Le Mali ne peut pas être, puisqu'ils ne font pas partie. Il ne reste que le Sénégal où on peut lever une armée pour aller dans une aventure pareille. Et je pense que cette garantie du Sénégal d'aller expliquer sa posture relève aussi de cette volonté d'explication entre les deux régimes et de faire en sorte que de préserver les intérêts immédiats du Sénégal, puisque de toutes les façons, ce que projette de faire la CEDEAO est une folie, si on peut le dire. Oui, et effectivement, Habib, nous parlerons de ce que projette de faire la CEDEAO. Mais cette approche bilatérale, puisque les deux pays, quand on vous écoute, Habib, ont des intérêts communs, notamment sur la question de la Casamance. Vous avez d'abord bien fait de revenir sur les événements de mars dernier sous la médiation du président Umaro Sissoco Embaló. On se souvient de ce qui s'est passé. Mais là, quand on parle d'échanges réussis, on a l'impression tout de même qu'aujourd'hui, Bissau et Dakar, en dépit de tous les événements du 26 novembre dernier, sont aujourd'hui sur la même longueur d'onde. On parle des échanges de plus de 3 heures de temps qui ont abouti sur un accord de principe sur la libération de toutes les personnes interpellées au soir du 26 novembre dernier. On écoute le chef de la diplomatie sénégalaise qui nous dit qu'à leur arrivée du côté de Bissau, les militaires, l'une des premières choses qu'ils ont faites, c'est quoi? C'est de leur présenter les raisons qui les ont poussés à rompre l'ordre constitutionnel. Alors, ces avancées obtenues, ces garanties données sur place par la partie bissau-guinéenne, peuvent-elles avoir des implications sur la stabilité au niveau de la sous-région de façon générale, Habib? Non seulement ils vont avoir de toutes les façons, il y a une relative stabilité dans la sous-région. C'est la CEDEAO, de par sa posture, qui risque d'apporter une instabilité. Et pour éviter cela, je pense que le mémo même, en tant que tel, est un signal fort des nouvelles autorités bissau-guinéennes, parce qu'ils sont dans une démarche d'explication des raisons pour lesquelles cela est arrivé. Cela suppose qu'ils n'ont pas entendu les injonctions et les menaces de la CEDEAO. Ils ne comptent pas se plier à ces injonctions-là, puisqu'ils sont dans une démarche d'explication, donc d'acceptation de l'acte qu'ils ont posé. Oui. Le principal interlocuteur qu'ils ont en face d'eux, ils savent pertinemment que cet interlocuteur a aussi des intérêts directs qui sont liés à la stabilité immédiate du Sénégal. Voilà pourquoi la démarche a été beaucoup plus bilatérale que multilatérale sur le plan de la CEDEAO. Et de l'autre côté, le Sénégal quand même a joué du fait que il y a une certaine légitimité aujourd'hui pour le Sénégal d'aller dans cette démarche, puisque dans quelques mois et dans quelques semaines, c'est le Sénégal qui va hériter de la présidence de la commission de la CEDEAO. Donc, on ne peut même pas dire que le Sénégal n'a pas cette légitimité sur le plan régional de pouvoir aller vers la Guinée-Bissau, qui est de plus en plus en train de se braquer. Et si on ne fait pas attention, on risque de créer un effet inverse. Aujourd'hui, certes, la population reste dubitative et attend de voir ce qui va se passer. Mais si on contraint les autorités militaires actuelles au point de leur porter la guerre, personne ne sait si cette fibre patriotique qui a existé, qui existe toujours. Rappelez-vous que la Guinée-Bissau
c'est quand même le pays de Amilcar Cabral, c'est quand même le pays AIGC qui a pris les armes pour revendiquer son indépendance. Ce n'est pas la Gambie qui a reçu son indépendance sur un plateau d'or. Donc, il faut comprendre que de par cette histoire, de par cette sociologie, je pense que les autorités sénégalaises ont compris que rapidement, s'ils ne partaient pas expliquer leur démarche et surtout leur posture, ils risquent un embrasement de la situation et au point où ça va être inarrêtable et ça va embraser toute la région et impacter ces pays relativement dits stables dans la région. Venir s'ajouter à la crise sécuritaire au Sahel, je pense que ça allait être un camouflet total pour la CEDEAO et c'est cela que le Sénégal évite en se désolidarisant de la posture guerrière qui a caractérisé jusqu'ici celle de la CEDEAO et c'est par là que je sors. Merci Habib. Alors, patient parfait d'homme. Cette posture du Sénégal peut-elle redessiner la carte de la stabilité au niveau de la sous-région? On voit les nouvelles autorités sénégalaises impliquées dans certains dossiers stratégiques depuis leur arrivée au pouvoir. Le cas du Mali, Niger, Burkina Faso, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mandaté par ses pairs de la CEDEAO pour jouer un rôle de médiateur afin de laisser les passerelles de dialogue ouvertes. Aujourd'hui, il y a ce dossier bissau-guinéen sur la table. Du Sénégal également. C'est vrai qu'il y a des intérêts bilatéraux communs entre les deux pays, mais de façon générale au niveau de la sous-région, est-ce que cela donne une posture particulière aujourd'hui au pouvoir sénégalais? Je pense qu'avec cette affaire, tout le monde découvre que le Sénégal joue, à mon sens, trois rôles. Trois rôles au niveau de la sous-région. Au niveau de la sous-région, de cette micro-sous-région, parce que la sous-région de l'Ouest, elle est un peu plus vaste. Elle est, premièrement, elle joue un rôle de puissance d'équilibre vis-à-vis de la CEDEAO dans cette sous-région. Donc on est obligé de se référer à elle, ou bien on est obligé de lui confier, de lui sous-traiter, n'est-ce pas, le cas bissau-guinéen en termes de tentative de résolution de cette contrainte que la CEDEAO n'avait pas prévue. C'est quoi? C'est pour éviter qu'il y ait une rupture à l'image de celle qu'on a vécue avec les trois pays de l'AES? Oui, premièrement... Parce qu'on n'est pas loin de là, cette rupture entre la Guinée-Bissau et la CEDEAO, le chronogramme de transition ayant été rejeté. Et vous voyez très bien que la CEDEAO ne peut pas se payer une nouvelle opposition avec la Guinée-Bissau, d'autant plus qu'avec la CEDEAO, avec l'AES, elle est déjà très mal partie. Donc c'est une puissance d'équilibre. C'est aussi le cœur pulsant de la nouvelle géostratégie dirigée par la nouvelle équipe au pouvoir au niveau du Sénégal, qui en même temps comprend les aspirations du peuple à aller de l'avant, mais d'un autre côté, refuse de créer un split radical avec l'ancienne CEDEAO. Donc, elle est dans ce jeu d'équilibre-là. Et le troisième, considérant dans cette analyse, c'est le fait que le Sénégal lui-même, c'est la nouvelle équipe gouvernementale, le nouveau hégémon Bassirou Diomaye Faye et son équipe, en fait, le PASTEF qui est au pouvoir, tente de commencer tout simplement à sortir la tête de l'eau pour imposer, n'est-ce pas, sa nouvelle philosophie de pouvoir. Parce que n'oublions pas que ça n'a pas été facile, ou bien c'est toujours pas facile. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'analyse de Habib tout à l'heure. Vous savez que le président Bassirou Diomaye Faye est en tournée en Casamance, et qui dit Casamance dit en fait la région de trouble qui n'a jamais été totalement pacifiée depuis des décennies. Bon, ceux qui connaissent l'histoire de ce fameux parti dirigé par l'abbé Djamakoun Senghor savent très bien que la Casamance continue, même quand on a l'impression que nous sommes arrivés à des situations de décrispation. Mais il y a toujours le feu qui couvre sous la cendre au niveau de la Casamance, dont il faut faire attention de ne pas actionner ce feu-là par un pays qui n'est pas loin de la Casamance et qui peut avoir des dommages et des dégâts assez importants pour le Sénégal. Le Sénégal n'en a pas besoin aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, quand on voit ces trois éléments,
on se rend compte que le soft power à la sénégalaise est en marche. Oui. D'ailleurs, elle a déjà obtenu des garanties avec la promesse de libération. De libération, justement. Voilà, est en marche. Donc le Sénégal se positionne de plus en plus comme une puissance sous-régionale d'équilibre avec laquelle il faudra compter. Et moi, je félicite cette démarche sénégalaise. Vous les félicitez, les autorités sénégalaises. Et je les encourage dans ce sens. Parce que sinon... Quitte à parfois, quitte à ramer parfois à contre-courant contre la CEDEAO, patient parfum d'homme. Mais justement, c'est pour ça que je les félicite. Parce que la démarche de la CEDEAO, elle, c'est une démarche, c'est l'impasse. Habib l'a dit. Parce que là, on a l'impression, on est dans l'inclusivité. Quand on écoute le ministre sénégalais des Affaires étrangères, on a l'impression que voilà, on intègre parfaitement les raisons qui ont poussé les militaires à rompre l'ordre constitutionnel. Et on voudrait que cette transition-là soit plus inclusive que jamais. Mais quand on l'écoute, tout du moins. C'est du pragmatisme. C'est du pragmatisme politique. C'est-à-dire que les autorités sénégalaises ont tout simplement acté le fait que le président Embalo a perdu le pouvoir. Et qu'un retour en arrière serait impossible. Ouais. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On commence à préparer le scénario suivant, c'est-à-dire la préparation d'organisation d'une transition inclusive qui permettrait de sortir de l'impasse. De l'impasse, mais surtout dégageant la Guinée-Bissau d'une voie d'une confrontation armée ouverte avec la CEDEAO, avec les conséquences que tout le monde peut bien imaginer. Et ça, cette diplomatie proactive et cette diplomatie, j'allais dire, d'anticipation de la part du Sénégal, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites ouvertement par le rapporteur de cette rencontre, si on peut l'appeler ainsi, mais je suis convaincu que d'autres sujets assez importants ont été discutés, d'autres preuves ou bien éléments ont été apportés à la partie sénégalaise que nous ne connaissons pas. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de guerre au niveau de la Guinée-Bissau. L'important, c'est que le Sénégal accompagne vraiment la Guinée-Bissau dans ce processus de transition. L'important, c'est que les populations se sentent rassurées et reprennent confiance sans continuer à rêver d'avoir une épée de Damoclès sur la tête avec l'expérience de comment que le libéral et la Sierra Leone ont subi et que certainement les populations bissau-guinéennes ont bien intégré pour permettre justement que ce pays-là puisse retrouver une stabilité politique et une paix relative leur permettant de continuer à aller l'avant dans le processus d'intégration tout court de toute l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous. Alors, Habib, cette démarche aujourd'hui en dit long sur l'engagement du président Bassirou Diomaye Diarra Faye aux côtés du général Horta Tam, en quête justement d'un retour à l'ordre constitutionnel du côté de la Guinée-Bissau. C'est ce que beaucoup souhaitent aujourd'hui. Oui, mais M. Nguéné, aujourd'hui, le Haut Conseil militaire qui a pris le pouvoir en Guinée-Bissau n'a jamais dit qu'il n'est pas dans une dynamique de retour à l'ordre constitutionnel. Et il me semble qu'ils ont même déterminé une année avec une transition relativement courte, le temps de se réorganiser et d'aller vers des élections inclusives. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas leur faire le procès du refus à un retour à l'ordre constitutionnel. Et je pense que même ça a été l'élément piège qu'ils ont placé devant la CEDEAO. Puisque à partir de cet instant, je ne vois pas en quoi, par quelle légitimité, la CEDEAO qui a regardé faire Balo, qui a été en dépassement de mandat, qui a dissous une assemblée à peu près moins d'une année après son élection, à contre-courant de tous les textes qui régissent la gestion administrative et politique de ce pays-là, qui a continué à siéger dans leur conseil de pré-bande. Et je pense que la CEDEAO ne peut pas avoir une légitimité pour imposer aujourd'hui à un pays souverain comme la Guinée-Bissau
un délai de transition, d'autant plus que ces autorités ont déjà accepté et acté que dans un délai de 12 mois, ils allaient revenir à un ordre constitutionnel tel que ils l'ont défini. Donc, je pense que ça a été cela, le piège. Donc, vouloir intenter une procédure ou une attaque militaire, je pense que dans le discours de la CEDEAO, il y a aussi beaucoup de mauvaise foi et comment je vais dire, de propagande. Les missions des Comores en Sierra Leone ou au Libéria ont été des missions dans un contexte de guerre civile où il fallait protéger les civils. Il n'y avait pas réellement de pouvoir en place qui détenait. C'était des groupes armés partout qui avaient des parcelles de pouvoir. Mais quand un pays souverain comme la Guinée-Bissau, avec son armée dressée derrière elle et toute la population calme dans le pays, vouloir intenter une guerre à cela suppose quoi? Apporter le désordre et l'anarchie. La CEDEAO n'a ni les hommes, ni les moyens financiers ou même militaires pour faire une opération chirurgicale, comme ils le disent. Ça va forcément être une guerre de longue haleine qui va porter des germes d'instabilité pour plusieurs décennies encore dans la région pour un résultat quasi nul. Donc je pense que les Sénégalais sont aujourd'hui à féliciter, comme l'a dit le doyen, puisqu'ils ont eu, eux, la vision et la clairvoyance de voir là où se trouvent les intérêts des populations sénégalaises et des populations bissau-guinéennes, toutes choses qui avaient manqué en 2023 au Bénin, qui avaient accepté de jouer le jeu et qui aujourd'hui est en train de devenir un pantin de l'impérialisme occidental et même une sous-préfecture du Nigeria, parce qu'après ce qui s'est passé le 7 décembre, je pense qu'ils ont perdu toute crédibilité vis-à-vis du Nigeria ou encore de ceux qu'ils appellent leurs partenaires stratégiques sur le plan sécuritaire. Et c'est par là que je sors. Merci à vous, Habib. Et nous sortons également de cette thématique d'accueil en évoquant cette fois un tournant géopolitique majeur qui vient de s'opérer sous nos yeux. C'était bien sûr du côté de Bamako, au Mali, un geste, une image et désormais un drapeau, celui de la Confédération des États du Sahel. Une confédération qui ne se contente plus de mots, mais qui se dote d'un bras armé. Ce week-end, donc, le général d'armée Assimi Goïta a officiellement acté la naissance de la force unifiée de l'AES, en remettant l'étendard de cette nouvelle coalition au général Daouda Traoré. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso scellent une promesse de destin commun, celle d'une armée mutualisée pour un espace souverain face à la menace terroriste persistante, mais aussi face aux guerres économiques et informationnelles. Les trois nations de l'Iptako-Gourma font donc le pari de l'unité absolue. Partage de renseignements, anticipation tactique et coordination totale. La force unifiée est-elle le dernier rempart tant attendu par le Sahel? Avant de répondre à cette question, je vous propose, avec la collaboration de nos confrères de la radio-télévision malienne, de faire le point sur cette cérémonie. À l'aéroport international président Modibo Keïta, l'instant est solennel. Le président Goïta n'est pas venu pour une visite ordinaire. Il vient installer l'ossature de la souveraineté partagée, donner corps à la force unifiée de l'AES, une ambition stratégique. Les rangs sont droits, les regards fixes, la discipline absolue et la précision quasi mécanique dans l'alignement impeccable des unités. Sous l'éclat métallique des blindés immobilisés, le chef suprême des armées marque une halte. Il inspecte les équipements, s'enquiert des capacités techniques, échange brièvement avec les responsables. Les regards est attentif, la posture assurée, celle d'un chef qui connaît les prix de la préparation. Dans un geste maîtrisé, le président Goïta remet l'étendard au commandant de la force unifiée. Désormais, cette force multinationale, solide et équipée, est identifiable par un symbole commun. Les forces aériennes de l'AES mènent au quotidien des opérations conjointes offensives sur le théâtre unifié, au cours desquelles nos oiseaux d'acier, dont vous voyez derrière moi,
quelques exemplaires représentatifs, se transforment en anges de la mort pour l'adversaire. Diffusons une musique qui traumatise ces barbares dont le but est de terroriser nos populations. Cet étendard n'est pas un simple tissu, il est mémoire, volonté et engagement irréversible. Il scelle une certitude désormais gravée dans le corps des peuples du Sahel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération AES, cet étendard que vous remettez à la force unifiée de l'AES représente une mémoire, une volonté, un engagement irréversible. Il consacre une certitude désormais gravée dans le cœur de nos peuples. C'est un acte historique, car cet étendard n'est pas un symbole décoratif. Il est le fruit du sang versé, du courage assumé et de la vérité retrouvée. À nos martyrs, civils innocents, soldats tombés au combat, je veux rendre un hommage solennel. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont réveillé des peuples. Ils ont brisé le mensonge. Ils ont ouvert la voie. Du haut de la tribune, le ministre de la Défense examine les équipements mis à disposition par les chefs d'État de la Confédération. Les moyens sont visibles, concrets et opérationnels. Ils traduisent une volonté politique d'anticipation. Aujourd'hui, avec la force unifiée de l'AES, nous franchissons un cap stratégique majeur. Nous passons de la coordination à la convergence, de la dépendance à la responsabilité, de l'attente à l'action. Les opérations conjointes, Yéraco 1 et 2, ont démontré une vérité simple. Quand les fils du Sahel combattent ensemble, le terrorisme recule. Le partage du renseignement est désormais constant. La mutualisation des moyens aériens et logistiques est une réalité. La complémentarité de nos forces est devenue une force en soi. Ce que l'on nous refusait hier, nous l'avons bâti aujourd'hui par nous-mêmes. Ce qui était conditionné est devenu souverain. Ce qui était interdit est devenu possible. Ce qui était retardé est devenu immédiat. À ceux qui nous regardent avec condescendance, nous disons, regardez bien. Regardez un Sahel qui s'organise. Regardez des armées qui coopèrent. Regardez des peuples qui soutiennent leurs soldats. Ce nouvel étendard ne demande aucune autorisation pour flotter. Il ne s'incline devant aucun dictat. Il ne tremble devant aucune pression. Il flotte parce que nous avons décidé qu'il flottera. Face aux troupes rassemblées, aux délégations présentes, celui qui a posé les fondations de la force unifiée prend la parole. L'étendard de l'AES, rappelle-t-il, raconte l'histoire d'un peuple longtemps éprouvé, mais désormais uni par une ambition commune. La remise solennelle de l'étendard marque le démarrage des activités de la force unifiée. À cette occasion, je voudrais d'abord féliciter et saluer le courage, le professionnalisme, l'engagement et surtout la détermination des ministres de la Défense, des chefs d'état-major généraux et surtout l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'espace AES pour tous les résultats engagés dans le cadre de la lutte implacable contre les groupes armés terroristes. Et depuis la déclaration de Niamey le 6 juillet 2024, nos forces armées de défense et de sécurité ont engagé des opérations conjointes dont les récentes sont l'opération Yéraco 1 et Yéraco 2 qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de plusieurs sanctuaires. Et tous ces résultats ont été obtenus grâce à une bonne planification, un partage de renseignements à temps et surtout
la mutualisation des efforts. Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifiée, il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes, et surtout de prendre le relais et continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel. Cette guerre n'est pas uniquement militaire, elle est aussi politique, économique et informationnelle. Dans un discours ferme et structuré, le président Goïta trace une ligne directrice sans équivoque, ancrée dans le pragmatisme, la responsabilité et la clairvoyance. Et actuellement, nos armées font face à 3 types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. La menace terroriste armée, la menace terroriste économique, la menace terroriste médiatique. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'AS, la Confédération a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais, et aussi la création de la télé AIS, la radio AIS, la presse écrite AIS. Ce dispositif va nous permettre de contrer toutes ces menaces. Donc je voudrais encore souhaiter bonne chance au nouveau commandant de la force. Et aujourd'hui, l'AS est une réalité irréversible. Nous devons soutenir et surtout saluer l'engagement, la résilience et surtout le courage du peuple souverain de l'AS qui a tout le temps soutenu nos forces armées de défense et de sécurité. Et je ne serai aussi terminé sans pourtant m'incliner devant la mémoire de nos disparus, civils et militaires sur le théâtre des opérations. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Nous avons dit que nos destins sont liés, un seul espace, un seul peuple, un seul destin. Et bon courage et bon sens à la nouvelle force unifiée. Vient alors le temps du défilé. Les uniformes racontent déjà l'avènement d'une confédération. Les pas sont parfaitement synchronisés, les visages concentrés, certains sont jeunes, d'autres plus expérimentés. Chaque rang qui défile est un message d'unité et de détermination. On rappelle que depuis septembre 2023, suite notamment à la création de l'Alliance des États du Sahel, érigée un an plus tard en confédération, les forces de défense et de sécurité du Mali, du Niger et du Burkina Faso mènent des opérations synchronisées et coordonnées, des opérations parfois tripartites comme Yiroko 1 et 2 qui se sont déroulés entre 2024 et 2025, des exercices conjoints à l'image notamment de Tara Nakal qu'a accueilli le centre de formation des forces spéciales de Tilia, région de Tawa au Niger, dans cette dynamique de fraternité et de solidarité agissante face notamment aux défis sécuritaires communs. La force unifiée de la Confédération des États du Sahel a bien pris forme, bien avant la remise de l'étendard au nouveau patron de cette force unifiée, Habib Boubacar Touré. Mais la question qui nous préoccupe tant, elle reste et persiste. Elle reste d'ailleurs sur toutes les lèvres. Cette force unifiée est-elle le rempart, voire le dernier rempart que le Sahel, de façon générale, attendait? Habib. Monsieur Nguéné, merci pour votre question. Cette force, c'est d'abord l'aboutissement d'un processus. Je pense que vous l'avez rappelé, la Confédération basée sur 3 axes, ce qu'on appelle les 3D, la défense, la diplomatie et le développement. Et c'est sur ce premier axe de défense que dès le départ, il y avait, je pense que dans les propos du ministre de la Défense du Mali, il a rappelé où il y avait une certaine coordination qui a existé entre les 3 forces. Mais avec la force unifiée, on veut aller au-delà de la coordination pour aller dans l'action commune, ensemble et sans demander d'autorisation à qui que ce soit. Et je pense que c'est cela le principal objectif à travers cette force unifiée. Et avant qu'on arrive à cette force unifiée, rappelons-nous que l'espace confédéral a été désigné comme un théâtre unique d'opération. À partir de cet instant, on est en face
des unités maliennes, burkinabées et nigériennes, ou tout simplement des unités confédérales qui chacune mène des actions sur l'ensemble du territoire de la Confédération. Il faut le rappeler aussi, fait plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est quand même un espace vaste, énorme, avec des États qui, on sait d'où est-ce qu'ils viennent, avec les ressources dont ils disposent. Donc, il était important qu'on puisse mettre en place une force d'appoint. Et c'est cela, cette force unifiée qui a son commandement à Niamey, avec son matériel logistique commun, qui va permettre que, vous avez observé que pour un premier temps, on est autour de 5000 hommes, c'est-à-dire 5 bataillons, qui va permettre de dénouer les nœuds un peu partout sur l'espace confédéral pour permettre aux autres forces locales de fluidifier leur travail. Donc, c'est, comme on l'a dit, c'est peut-être l'élément central d'une chaîne, c'est le maillon principal de la chaîne de défense de l'AES, cette force unifiée, qui a déjà eu des résultats, même tout récemment, avec la crise du carburant qu'avait voulu instaurer au Mali pour déstabiliser ce pays frère. Cette force a énormément contribué à dénouer les différents nœuds qui avaient été mis sur le corridor. Et je pense que c'est avec beaucoup de fierté et avec beaucoup d'assurance que les peuples de l'AES ont observé cette remise de l'étendard par le président en exercice de la Confédération, le général Assimi Goïta, à cette force qui aujourd'hui permet aux populations du Sahel de beaucoup plus dormir sur leur laurier, tout en sachant que quelque part, il y a un instrument stratégique qui permet de faire face à toutes les menaces de toutes sortes qui peuvent exister pour mettre en péril la volonté de souveraineté qui est en cours dans le Sahel. Et aux côtés de cette force militaire, le président Assimi Goïta nous a rappelé que la menace, elle est multidimensionnelle. On observe aujourd'hui, et depuis d'ailleurs 2023, une guerre économique inouïe qui est en train d'être menée contre la Confédération, d'où la réponse de la Banque de développement et d'investissement de la Confédération. Et c'est pas à Forum Média qu'on va dire ou qu'on va noter qu'il y a une guerre informationnelle extraordinaire contre la Confédération, d'autant plus que Forum Média a été un des leviers ou des précurseurs pour combattre ce narratif-là qui veut faire croire que la Confédération n'est qu'un château de cartes qui peut écrouler à tout moment, alors que quelque part, les adversaires d'en face, savent qu'il y a une construction, savent qu'il y a une volonté et savent qu'il y a du sérieux derrière cette volonté et cette construction qui ne peut que accoucher des résultats comme on est aujourd'hui en train de l'observer avec cette remise de l'étendard à la force unifiée de la Confédération que nous saluons tous et que nous osons espérer qu'il va venir renforcer encore une fois de plus pour pouvoir assurer la sécurité des pays paisibles citoyens qui veulent vaquer à leurs occupations de tous les jours. C'est par là que je suis. Merci à vous, Habib. Affichons les codes d'accès, car juste après, nous donnerons la parole à nos téléspectateurs, téléauditeurs, ou du moins tous ceux qui sont actuellement scotchés et qui souhaitent intervenir dans cette émission. Passons par fin d'homme pour vous qui êtes un partisan de la fédération, pour vous qui interpellez tous les jours les trois dirigeants à passer le cap de la confédération pour une fédération. Parler déjà d'une force unifiée, on peut, sans toutefois mâcher les mots, dire que c'est une étape majeure quand même, tout de même, vers la mise sur pied, ou du moins l'implémentation de cette fédération en question, en passant par fin d'homme. Oui, je pense que le premier pilier de cette fédération est d'abord d'ordre sécuritaire. Oui. Il faudrait qu'il y ait une armée forte au niveau de l'AES, une armée qui sera capable de protéger les acquis politiques, diplomatiques et géopolitiques de l'AES. Sans cette armée-là, cette AES ne pourra pas tenir pour très longtemps. Et ça commence par cette mutualisation des forces, oui. Cette culture de combattre ensemble, de réfléchir ensemble, de communiquer ensemble. En fait, tous les canaux qui feront disparaître les spécificités propres à chaque armée, ouais. pour faire un tout
capable de se déployer sur le théâtre des opérations avec beaucoup plus d'efficacité. Oui. Donc, c'est un premier pas, il est important et il faut l'applaudir, il faut le prendre pour l'acte, pour ce qu'il est. On a dit que ce n'est pas seulement un simple drapeau, mais au-delà, c'est une conviction, c'est une volonté, c'est une détermination qui se met à l'œuvre. Mais vous savez aussi, parce que là, on a aussi montré les équipements dont va disposer cette force d'active. La guerre aujourd'hui, certes, elle a besoin des troupes, mais elle a aussi besoin de renseignements. Oui. Elle a besoin de beaucoup de science. Elle a besoin de beaucoup de nouvelles armes de combat qui ne sont pas que l'artillerie lourde ou bien des canons qui tournent à des dizaines de kilomètres, mais aussi la capacité de sonder l'ennemi, de crypter les messages de l'ennemi et de construire une défense en conséquence avec, par exemple, les drones qui montent en puissance, qui sont, je crois mais on ne peut pas tout dévoiler tout de même. Ce n'est que qu'un aperçu. Non, c'est pour dire qu'on peut penser que c'est... ce dont dispose déjà la force unifiée de l'AES. J'en venais pour dire mais côté renseignement, il y a des données sensibles. Non, j'en venais pour dire qu'au niveau du nombre, on peut penser que 5000, ce n'est pas assez. Oui. Mais en même temps, je dis 5000, c'est beaucoup. Au vu de la nouvelle configuration de ce que c'est une guerre aujourd'hui. Si c'est bien coordonné, si c'est bien agencé, 5000 hommes, c'est une force assez considérable qui peut vraiment créer des dégâts dans le camp adverse de manière presque irréversible. Et je pense que le premier théâtre d'opération où, à mon sens, nous devons voir cette force conjointe à l'œuvre, c'est certainement la zone des 3 frontières. Il faut absolument que cette zone-là soit pacifiée par tous les moyens et cette armée-là doit démontrer son savoir-faire, sa détermination, sa cohésion au niveau de cette zone de 3 frontières, d'ailleurs, qui donne une facilité de circulation entre les 3 États pour montrer aux yeux du monde que cette projection à terme d'une armée unique au niveau de l'AES n'est pas seulement un vain mot, ou bien des éléments de langage du point de vue de la propagande, mais c'est une réalité. Parce que c'est seulement comme ça que nous allons commencer à comprendre que si on peut avoir une armée commune qui a produit des résultats, on peut aussi avoir des projets économiques communs qui vont produire des résultats, des projets sociaux communs qui vont produire des résultats, sur le plan éducatif, sur le plan de la recherche, etc., agricole, etc. C'est une façon pour vous d'appeler les dirigeants à harmoniser justement tous ces secteurs. Pour que je n'appelle pas, j'espère qu'ils en sont conscients, je sais qu'ils sont conscients, mais je mets un peu, je dis, c'est les différents puzzles, n'est-ce pas, du grand tableau qui va finir par hâter, n'est-ce pas, la construction d'une fédération au niveau de l'AES. Parce qu'elle est plus qu'importante, cette fédération. Avec les enjeux que nous voyons là aujourd'hui, le monde entier est ce qu'il est, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des liens, c'est-à-dire des liens irréversibles qui ne soient plus capables d'être dénoués par qui que ce soit. Avant de venir sur votre plateau, j'ai été interpellé, donnez-moi une seconde, par une jeune dame qui me dit, mais apparemment, Poutine aurait déclaré qu'il est prêt, disposé à discuter avec M. Macron. Et comme toujours, est-ce que le cas de l'AES ne pourra pas être sur la table comme l'un des enjeux importants du deal qui peut se passer entre les deux? Je lui ai dit, premièrement, ce n'est pas possible, connaissant le président Poutine qui n'est pas un enfant de cœur, qui comprend très bien les enjeux, ce qui se passe. Mais deuxièmement, cela dépendra aussi de la capacité de l'AES à créer, n'est-ce pas, une synergie, une situation, un nouveau paradigme irréversible qui fera en sorte qu'il serait inutile de tenter de convaincre la Russie de lâcher l'AES pour revenir en force, parce que l'AES va prendre une autre dimension sur le plan de sa sécurité, au point où je ne dis pas qu'elle ne dépendra plus assez de la Russie, mais la Russie elle-même comprendra qu'il y a une nouvelle réalité sécuritaire qui s'est construite au niveau de cette région-là et qu'il n'est pas du tout question qu'elle puisse écouter les sirènes de qui que ce soit pour tenter de le lâcher. Habib, alors,
la remise de l'étendard intervient dans un contexte particulier marqué justement par ce deuxième sommet ordinaire des dirigeants de la Confédération de l'AES. Alors, est-ce que le timing en dit long sur les résolutions qui pourraient sortir justement de ce sommet ordinaire qui s'est d'ailleurs ouvert du côté de Bamako et qui sera conclu avec la réunion extraordinaire, ou du moins la rencontre entre les trois chefs d'État? Est-ce qu'on peut déjà y voir une étape décisive vers cette confédération tant désirée par plusieurs? Peut-être avant que vous ne répondiez à la question, Habib, je voudrais qu'on prenne les premiers téléspectateurs, puisqu'on me fait signe du côté de la réalisation que nous avons les premiers. Je reviendrai vers vous dans quelques instants, Habib, sur la même question, tout en évoquant également les implications au niveau de la sous-région de la matérialisation de cette force unifiée, ou du moins de cette mutualisation des efforts au niveau militaire. Mais nous avons les premiers appelants à qui nous passons également la parole. Allô, bonsoir. Technique infatigable. Bonsoir aux doyens. Et je dirais aussi la Boussandino Habibou. D'abord, M. Nguéné, moi je pense que concernant le Guinée-Bissau, j'applaudis beaucoup l'approche, la diplomatie du Sénégal. C'est quelque chose à applaudir. Contrairement, je condamne aussi le fait que la CEDEAO ou bien ECOWAS essayent de faire de sorte qu'ils vont précipiter Guinée-Bissau à aller aux urnes ou bien à faire des choses, à leur imposer quoi que ce soit. Mais M. Nguéné, est-ce que c'est la CEDEAO qui va financer les élections pour dire que, ah non, il faut que la transition ne dure pas pendant ce temps-là? Il faut quand même que le pays se prépare. À moins que c'est la CEDEAO qui va financer tout. Ou bien à moins que c'est la CEDEAO qui va essayer de réorganiser tout. Vous voyez, déjà, c'est une ingérence dans la souveraineté d'un pays. C'est vrai, Guinée-Bissau is a member of ECOWAS. Cela n'empêche pas, cela ne permet pas à la CEDEAO de s'ingérer dans la structure politique et souveraine de ce pays. Bon, j'en passe. Maintenant, concernant notre force unifiée, je pense que aussi c'est le début de quelque chose de très grandiose. D'abord, mon compatriote Habibou avait parlé des 3D. Vous voyez, maintenant la défense, quand bien même que bien avant aujourd'hui, ils ont commencé ça, mais aujourd'hui au moins c'est déclaré, ça s'est vraiment certifié, si je peux dire ça. Et c'est une très bonne nouvelle. Déjà à 5 bataillons, ça c'est quelque chose de très grandiose, jamais vu dans l'Afrique de l'Ouest, si je peux le dire comme ça. Et je suis sûr que sans même être trop à l'avance de vos émissions, aujourd'hui et demain, que les chefs d'État, le collège des chefs d'État s'organise, on va voir beaucoup de choses qui vont sortir. Peut-être même, si possible, les deux autres D, c'est-à-dire la diplomatie et le développement. Déjà, on sait bien qu'il y a la banque d'investissement du Sahel qui est là et on ne sait jamais peut-être la monnaie aussi va sortir. Dans ce cas, je ne fais que applaudir ce que l'AES est en train de faire et pour tous ceux qui sont en train de s'en douter ou bien de précipiter les choses, s'il vous plaît, donnez-leur le temps de bien s'organiser parce que faire tous ces genres de trucs, ça prend non seulement du temps, ça prend aussi de la précaution. Et en plus de ça, il faut être vraiment préparé. Merci beaucoup. Je ne peux pas prendre le temps. Je vous souhaite une bonne soirée, M. Nguéné. Habibou, Labousanino. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à vous, M. Chance de l'Angleterre. Alors, M. Sako, vous êtes en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, M. Parfum d'Homme. Et M. Habib, que j'adore toujours. Hein? Monsieur Nguéné, aujourd'hui, je viens vous dire, vous, votre équipe, c'est-à-dire l'équipe du For You Media, la télé qui a été ouverte pour les Africains, pour ouvrir la voie des Africains pour avoir une indépendance totale
aujourd'hui, là, je veux dire merci. Merci. Toujours. Ce matin, je viens de voir notre président. Ça va, notre président, c'est le président d'Afrique. Quelqu'un qui a mis une télé pour pouvoir ouvrir les yeux des Africains. Et le combat que vous menez, oui, toujours, pour pouvoir ouvrir les yeux des Africains. Et nous tous, on avait suivi. Depuis presque 2-3 ans que je suis For You Media, tout ce qu'ils ont dit, moi, ça me va droit au cœur. Et bien, ça, c'est merci, je vais dire à Serge Matouma, comme aujourd'hui, il vient d'éclaircir encore sur la Guinée-Bissau pour que les Africains puissent comprendre. Si, à partir de là, que certains Africains dorment encore, qui ont les cerveaux fermés, vraiment, moi, je suis un peu désespéré pour des Africains qui, jusqu'à aujourd'hui, qui n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Donc, Monsieur Nguéné, je vous souhaite longue vie. Votre équipe, je veux que cette chaîne reste pour l'éternité, pour que l'Afrique soit totalement indépendante. Puisque c'est la télé qui vient d'ouvrir la voie aux Africains. Maintenant, ce que je voulais demander, peut-être la radio For You Media. Je ne sais pas comment moi je vais avoir accès à ça, puisque moi je suivais For You Media sur Canal+, et quand ils ont coupé, il y a quelqu'un qui m'a recommandé un décodeur. C'est à partir de ça là que je regarde For You. Bon, je ne sais pas si c'est décodeur. Souvent j'ai le Burkina, mais je n'ai pas le Mali, je n'ai pas le Niger. Donc je veux que peut-être si, à partir de ce décodeur-là, je peux aussi avoir la radio et puis d'autres, c'est-à-dire les pays de la Confédération, pour pouvoir les suivre jusqu'à peut-être le jour de la fin de ma vie. Puisque moi, je vois que l'Afrique est réveillée, je vois que l'Afrique n'est qu'à continuer comme ça, jusqu'à ce qu'il soit indépendance totale pour qu'on sorte de ces des impérialistes. Merci, M. Nguéné. C'était ma contribution. Je vous souhaite longue vie. Voilà. Merci. C'est donc que vous disons merci. Vous savez, tout le bien qu'on pense justement de vous, en tant que fidèles téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs, c'est un combat que nous menons ensemble. Tous les jours, on ne cesse de parler de l'unité politique du continent. Cette unité est également valable dans le combat. Seul, on n'y parviendra certainement jamais. C'est avec vous que nous cheminons depuis plusieurs années et nous sommes là, ce combat, nous le menons ensemble. Donc c'est également une occasion pour nous de vous témoigner notre gratitude. Vous l'avez dit, à la télévision, vous pouvez bien sûr nous capter via les canaux Créoline, canal 305 et Swecom, canal 50. Pour ce qui est bien sûr de la radio, la 96.3 FM, n'oubliez surtout pas de faire un tour sur nos principales plateformes numériques pour pouvoir suivre bien évidemment la radio. Si vous n'êtes pas sur place du côté du Cameroun, il y a des travaux d'extension qui sont prévus à cet effet, mais vous pouvez soit télécharger l'application For You Radio pour nous suivre en streaming, tout comme la télévision, ou alors bien évidemment nous suivre sur nos principales plateformes numériques. Merci à vous, M. Sako, depuis la Côte d'Ivoire. Alors, M. Ali, vous êtes au Niger. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Merci pour l'occasion que vous nous permettez de nous exprimer sur vos chaînes. Merci pour le doyen qui est là, M. Pafindon. Nous remercions tous les Africains qui sont à l'écoute de cette merveilleuse télévision. Bon, effectivement, par rapport à la force unifiée de l'AES, nous disons que nous sommes très ravis et très contents de cette complicité qui existe entre ces nations. Mais nous demandons davantage d'effectivement permettre la technologie d'être au centre. Quand nous parlons de la technologie, aujourd'hui c'est la guerre effectivement des drones. Nous souhaiterons que l'Afrique et l'AES puissent développer effectivement des drones de grande capacité qui peuvent survoler la France, comme la France a des drones qui survolent nos nations, pour effectivement pouvoir visionner tous les points sensibles de la France, parce que notre ennemi juré de tous les jours, c'est la France. Donc, il faudrait que nous développons des capacités de nuisance qui peuvent nous permettre d'avoir les drones de longue distance
Et la jeunesse africaine aujourd'hui est futée à toute l'information et toute la technologie qu'il faut. C'est de les permettre de recruter des jeunes Africains au Cameroun un peu partout, qui sont effectivement prêts à accompagner cette démarche-là et de les inciter avec les moyens et de les mettre à l'aise, de permettre ces jeunesses-là effectivement de pouvoir accompagner l'AES et sinon l'Afrique tout entière. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est vraiment la guerre des airs. Donc, nous les attendons rien. Il est vrai que l'AES est déjà en avance sous l'OTAN, parce que nous voyons ce que le Burkina et le Niger font avec les drones. Mais nous souhaitons que la technologie des drones nous revient à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faudrait plus que nous dépendons des autres. Aller acheter les drones turcs et autres, il faudrait que nous avons nos propres drones que nous pouvons développer avec la technologie, avec des armements qu'il faut. Le Niger produit de l'uranium. L'uranium, c'est la base de beaucoup des armes qu'on peut effectivement mettre sous pied. Pourquoi ne pas effectivement permettre dès maintenant de mettre un embryon qui va développer ces secteurs-là. Il n'est jamais trop tard et pour pouvoir être dans l'OTAN. Par rapport à effectivement la Guinée-Bissau, nous pensons que les Guinéens, nous sommes très fiers et contents de voir ce que cet nouveau président impose à la CEDEAO, c'est de se rapprocher de l'AES au plus rapidement que possible. S'ils souhaiteront effectivement avoir la liberté et la dignité, il est temps que ce président fasse un voyage rapide, se rapprocher de son excellence Assimi Goïta, que nous remercions. Et vraiment, ce monsieur, c'est un homme digne d'Afrique, un fils digne d'Afrique, parce que à son temps, il était seul qui menait le combat. Le Mali était seul avant que le Burkina et le Niger viennent joindre ce combat. Et ce puisse habiter ce monsieur et toute l'Afrique tout entière, parce que c'est la fierté africaine, monsieur Assimi Goïta, ainsi que Ibrahim Traoré, ainsi que Tchani. Nous sommes en prière, nous continuons effectivement à les encourager, nous continuons à les soutenir pour aller dans ce sens-là, de ne plus reculer. Nous sommes là, nous sommes presque au bout de certaines choses, pas toutes les choses, mais au bout de certaines choses. Et nous pensons que ce combat avec vous, Foyu Média, mais c'est pas fin. Donc, moi, je vous suis, ça fait 10 ans que je continue à vous suivre sur certaines chaînes que je ne nomme pas ici, mais vous avez tenu bon, vous continuez à tenir, vous êtes restés fiers et fidèles à vous-même. Donc, continuez ces combats, continuez à faire ce que vous avez à faire. La vie... Parce que vous avez fait beaucoup pour ces continuer. Donc, merci et bonne continuation. Assalamu alaikum. Monsieur Ali, c'est nous qui vous disons merci pour votre contribution. Nous allons rester au standard. Vous le savez, les émissions sont interactives sur votre média panafricain. C'est la raison pour laquelle tous les jours, nous prenons le soin d'écouter certains d'entre vous. Nous allons d'ailleurs prendre le prochain appelant au standard. Allô, bonsoir. Ok, d'accord. Bonsoir, monsieur Guéné. Merci, bonsoir à vous. Monsieur Guéné, c'est Diallo, depuis Bamako. Bonsoir, monsieur Guéné. Merci. Monsieur Guéné, le poète a dit, quand un être vous manque, tout est dépeuplé. Quand il revient, le tout revient. Monsieur Parvedom est seul aujourd'hui, sans André Kilson Fanga. C'est lui qui le remet beaucoup. Donc il faut toujours appeler monsieur André Fanga pour remuer beaucoup le patient parfait d'homme. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons. On le suit, quand il est là, on est content. Vraiment. Sinon, patient parfait d'homme, il est vraiment un patient et un parfait homme. Il a des analyses extraordinaires. Vous savez, ça choque quelqu'un, les autres. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Il est vraiment patient. Donc vraiment, c'est l'heure de prière. Je vous souhaite une très longue vie. Monsieur Guéné et toute votre équipe et le jeune Habib Ouakkar. Merci et bon courage. Monsieur Diallo, merci à vous pour tous ces mots d'encouragement. Merci. Soyez rassurés, nous sommes touchés à chaque fois qu'on a ce genre de retour. Merci pour tous ces mots. Nous allons prendre le prochain appelant au standard. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nguéné. J'espère que vous vous portez à merveille. Je voudrais saluer le doyen patient parfait d'homme avec beaucoup de respect, mon frère Touré
Alors, les efforts que vous fournissez ne seront pas vains. Ces efforts ne seront pas vains. D'ailleurs, on sent que ces efforts ne sont pas vains parce que ça a commencé déjà. Alors donc, merci pour tout ce que vous faites. Sur la thématique d'accueil, je voudrais féliciter les autorités du Sénégal pour leur accompagnement à Guinée-Bissau. Sauf que je voudrais leur dire d'aller doucement, qu'il ne s'agisse pas de presser, de mettre la pression aux autorités actuelles de la Guinée-Bissau pour que, à la va-vite, on mette en place une équipe où la tête sera un pignon de l'Occident, de ceux qui veulent toujours nous ravir nos propriétés. Et donc, il faut leur laisser tout le temps nécessaire pour faire un travail potable pour que la Guinée-Bissau ait la capacité d'avoir le contrôle total de ses ressources, le contrôle total de son territoire, de son système éducatif, de son tout. Voilà, donc c'est ce que nous voudrions demander aux autorités du Sénégal. Maintenant, pour ce qui concerne la FU et la force unifiée de l'AES, je crois qu'on peut se dire bravo. Bravo parce qu'on n'est pas au bavardage, on n'est pas au discours, on est plutôt à l'acte. Cette force, je suis convaincu, ne fera pas comme Barkhane. Barkhane où on trahit le peuple, on prend l'argent du peuple pour organiser, financer le terrorisme contre ce même peuple. Je crois que cette fois-ci, nous pouvons compter sur nos propres forces. Aujourd'hui, nous sommes à 5000. Je ne doute pas que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on soit à 8000, à 9000, à 10 000, pourquoi pas. Et là, nous aurons la capacité de pacifier tout le territoire du Sahel, toutes les ressources, le contrôle total, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons depuis le sous-sol jusque dans les airs. Et donc, bravo à ces 3 braves hommes, le général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Félicitations à tout le monde, merci. Je salue également For You Media parce que grâce à vous, si vous-même vous ne mesurez pas la grandeur du travail que vous abattez, nous allons vous le dire. Et donc For You Media fait beaucoup. C'est une chaîne pour l'Afrique et elle fait bien ce qu'elle doit faire. Merci et bonne émission à tous. Merci à vous pour votre contribution ce soir. Nous allons prendre quelques spectateurs de plus, avant bien évidemment de revenir sur le plateau, faire un dernier tour de table. Nous aurons l'occasion de faire un dernier tour de table aux côtés d'Habib Boubacar Touré de Patient Parfum d'Homme. Mais pour l'instant, nous restons au standard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à vous, Zerfel. Vous savez, moi, quand j'appelle, c'est pas pour parler politique dans ces jours-là. Parce que moi, je veux conscientiser sur les présidents de l'Afrique. Parce que vous faites on vous félicite. C'est pas les félicitations, ce ne sont pas des félicitations seulement, on va vous envoyer. Il faut qu'on vous envoie le matériel. C'est-à-dire que les présidents qui sont là, ce sont eux maintenant qui doivent mettre la main dans la poche. 0,01% de leur budget là. Ils n'ont qu'à donner un peu aussi à cette télévision qui parle d'eux, qui luttent du matin au soir. Parce qu'on invite des gens qui prennent l'initiative de venir parler de ça. Parce que quand ils sortent de ces studios là, vous ne savez pas ce qui les attend sur la route. Mais ils ont le courage de venir parler de vous pour vous défendre. Mais depuis là, excusez-moi, depuis là on parle, il n'y a pas un président aujourd'hui que j'ai entendu qui a fait quelque chose. Excusez-moi, parce que vraiment... Alors, quand moi je prends la parole, ce n'est pas pour vous caresser dans le sens des poids. Allez-y, Zerfel, je veux un peu d'eau, ça devrait passer. Parce que présentement, regardez ce qui se passe aujourd'hui partout, en Afrique. Si ce n'est pas ces radios-là, si ce n'est pas ces télévisions-là,
qui font aujourd'hui que vous avez comment dire, de quoi dire sur le plan international. Alors, il faut que vous, les présidents aujourd'hui, dont on défend, où les gens viennent défendre sur les plateaux de télévision, il faut que vous mettez la main dans la poche pour aider ces télévisions. On ne vous dit pas de venir, comment dire, construire une télévision dans un pays. Tout simplement, c'est pour aider ceux qui font ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu, parce que certains, ils ont fait. Certains présidents, ils ont fait. Mais ceux qui ont donné cet argent-là, ils n'ont pas donné ça. Ils n'ont pas pris ça pour faire des choses. Pourquoi on les a donné cet argent? Oui, je vous comprends. Mais ce n'est pas les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. C'est une autre équipe qui est là aujourd'hui en train de travailler pour vous dur. Ça fait des années maintenant, ils sont là. Alors, donc, il faut que vous fassiez quelque chose. Parce que quand je vois les jeunes, aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, il y avait Diawara et puis la dame là, on la voit plus, elles ont disparu. C'est pas vos télévisions, comment dirais-je, nationales que vous avez créées là. Nous-mêmes, on ne sait même pas si vous avez créé une télévision. Aujourd'hui, c'est pas, comment dire, d'hypocrisie là, c'est pas bien. Hein? Parce qu'au début, vous étiez sur ces panels là, sur ces plateaux de télévision. Donc, on parle for you, certaines aussi. Mais aujourd'hui, vous avez disparu parce que vous pensez que vous avez créé une télévision. Mais une télévision nationale, elle ne sort pas. Ce n'est pas seulement les Maliens ou les Maliens qui peuvent vous défendre. C'est l'Afrique entière qui va défendre l'Afrique. Donc, ne dites pas que vous avez créé une télévision et puis vos présidents, au lieu de leur parler pour venir aider les télévisions qui vous enlèvent dans la boue, vous pensez que vous avez créé une télévision. Non. Même la radio sur la télévision AS, ils ont créé présentement. Il faut qu'elle s'accroche ou elle vient vers sa grande sœur qui est là présentement, ou ses grandes sœurs qui sont là présentement. Parce que vous avez trouvé quelqu'un sur le plat, sur la terre, c'est votre aîné. Donc vous devez respecter ça. Moi, c'est ça, c'est sur mon voix que je vais lancer ce soir. Mais là, si je finis maintenant, pour sortir Nguéné, laisse-moi, je vais, s'il te plaît, parce qu'il y a trop de choses que vous négligez. Parce que, comment dirais-je, vous une minute, Zerfel, une minute. Avec le président. Ce matin, j'ai parlé avec le président. Il a entendu ce que j'ai dit. Parce que les émissions que vous faites là, parce que nous, les Ivoiriens, là, on a le sang de l'agriculture. Quel que soit ton niveau intellectuel, tu as un petit champ quelque part dans ton village. C'est pour te dire que nous avons le sang de l'agriculture dans nos sangs, quel que soit. Alors aujourd'hui, quand on voit les émissions que vous fassiez sur le plateau, tout le monde vous écoute, il n'y a pas de programme de l'agriculture. Ce matin, j'ai parlé avec le chef. J'ai lancé ça au président. Il était sur le plateau, il a entendu. Il a dit à la diva qu'elle va prendre ça en compte et faire un programme. Je suis d'accord. Mais je relance encore parce que vous avez la radio qui est sortie. Présentement, quand vous quittez là, c'est la même chose encore, vous parlez politique. Mais ce n'est pas politique seulement que vous avez parlé. Nous, on a besoin aussi, des choses des techniciens. Regardez quand Mao, il a pris les Chinois pour aller au campement. Quand ils sont revenus là, qui peut les arrêter aujourd'hui? Bien sûr qu'ils ont parlé politique avant, mais après, Mao, il a réfléchi. Il dit non, c'est pas la politique qui peut, vaincre le monde entier. Mais on va au champ pour travailler et quand on va revenir, on va venir avec la nourriture, on aura la force pour combattre nos ennemis. Aujourd'hui, ils sont à la tête, les Chinois sont aujourd'hui à la tête de la technologie. Donc aujourd'hui, nous les Africains, nous avons tout le matériel nécessaire pour fabriquer tout ce qu'on veut, mais il faut que nous, c'est-à-dire que vous qui avez chez les médias aujourd'hui, mettez ça à la disposition de la jeunesse pour que ces jeunes-là puissent venir sur les plateaux, sur vos plateaux pour dire ce qu'ils savent faire, pour mettre ça en valeur. Parce que si ça reste dans les tiroirs, qui va voir? On sera obligé de... Non, il faut que ça s'arrête. Parce que moi, je veux bien que vous fassiez ça. Voilà. Je m'arrête là parce que je ne suis pas le seul, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent parler aussi. Donc, je m'arrête. Merci à vous, Zerfel. Merci pour votre contribution ce soir. Vous avez reçu, vous-même, vous l'avez avoué, les assurances du président directeur général
du groupe For You Media Africa, aux côtés notamment de la directrice des médias. Donc, à ce niveau, je pense pas qu'il y ait encore des soucis à se faire. Merci Zerfel. Nous allons avancer au standard et prendre le prochain appelant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Guérin. C'est Bello Mohamed depuis la ville de Boumnéguel. Monsieur Bello, bienvenue à vous. Oui. Et on salue votre travail que vous faites, M. Guérin. Salut, M. Parfait d'homme. Et on continue à produire l'AS, mais l'AS doit finir avec les derniers terroristes qu'on appelle FACEFA. Donc, tout ce que, mon dernier rêve d'intervention pour produire l'AS, c'est de sortir le camp CEPA. Ils sont en train de faire le combat, mais leur dernier combat, ça sera sur le camp CEPA. On souhaite les derniers sommets, deuxième sommet de l'AS, ça sera l'ouverture de France CEPA. La sortie d'une nouvelle monnaie. C'est de ça qu'on attend l'AS. On a produit. Vraiment, comme l'Afrique centrale, on dort, on continue à dormir. L'AS va nous réveiller tous. Bonne soirée. Merci à vous, Monsieur Bello. Très bonne soirée également à vous, depuis Boumiébel. Merci. On prend le prochain appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous appelez comment? Ça va bien, je m'appelle Afis, je vous appelle depuis Burkina. Bonsoir à vous monsieur, bienvenue, nous vous écoutons. Votre émission, sincèrement les grands frères, j'ai commencé à suivre les grands frères depuis Afrique Média. En tout cas, mon grand frère, je vous remercie beaucoup avec tous les travaux que vous faites pour tous les peuples africains. Je n'oublie pas tout le nom, mais je vous remercie beaucoup. Mais ce que les AIS a fait aussi, c'est pas mal aussi. Il y a un de mon frère qui est venu interviewer, parler tout de suite qu'ils ont ouvert un nouveau CERN, on doit venir. Tout ça là, c'est des conseils. Tout ce qu'il est tout fait, c'est pour m'améliorer, sensibiliser tous les Africains. Mal dans ça, ajouter un télé pour essayer d'éveiller les populations africaines. Il n'y a pas de mal dans ça. C'est pas dire qu'on ouvrait l'autre télé, c'est pas pourquoi. Il y a des façons même de parler, même. C'est pas tellement intéressant. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée également à vous. Nous allons prendre deux derniers intervenants avant de retrouver Habib Boubacar Touré. Allô, bonsoir. Nous allons revenir sur le plateau. Habib, tout à l'heure, je parlais du timing de la remise de cet étendard à la force unifiée. Une cérémonie qui se tient dans un contexte marqué justement par la tenue de ce deuxième sommet ordinaire des dirigeants de la CEDEAO. Alors, que peut-on attendre de la rencontre qui s'achève demain, mais mardi, nous serons le 23 décembre 2025? Je pense que la conférence des chefs d'État qui s'est ouverte aujourd'hui et qui s'achève demain est un jalon important pour la mise en place des différentes structures de la Confédération. Au lendemain de la création de la Confédération l'année dernière à Niamey, la présidence avait été confiée au général Assimi Goïta afin de travailler avec un certain nombre d'éléments et un cahier de charges bien déterminé à opérationnaliser la Confédération. Comme vous l'avez observé, sur le plan du développement, il y a des actions qui ont été posées, notamment la question de la banque de développement et d'investissement qui a été mise en place. Sur le plan de la diplomatie, depuis que la Confédération existe, les trois chefs de diplomatie toujours cheminer ensemble avec une certaine coordination des actions diplomatiques qui viennent en complémentarité des actions diplomatiques bilatérales que les différents pays membres de la Confédération ont avec le reste du monde. Alors sur le plan militaire, la consécration que nous observons aujourd'hui, c'est surtout l'opérationnalisation de la force unifiée. Et je pense qu'à partir de demain, il y a des éléments fondamentaux qui vont être mis sur la table, notamment la question du règlement intérieur du Conseil des ministres qui me semble que la première session a déjà eu lieu avant-hier à Bamako et qui a déjà élaboré un projet de règlement intérieur. Il y a également la question du projet de
du protocole additionnel sur le plan de la mutualisation diplomatique, comme l'a annoncé le Premier ministre malien. Il y a un certain nombre d'instruments juridiques qui vont être mis en place, notamment la question du Parlement de la Confédération, entre autres, qui vont être la base de ce sommet, qui va consacrer définitivement la mise en place effective et l'opérationnalisation de tous les instruments institutionnels et juridiques qui ont été prévus à travers la charte de la Confédération. Et c'est cela qui va nous amener à une seconde phase, celle de l'opérationnalisation dans tous les 3 domaines, des différents 3 axes de la Confédération pour servir de levier à ce que certainement que les populations puissent voir concrètement en termes, par exemple, de la libre circulation des personnes avec le passeport et la carte d'identité biométrique qui a été adopté, et en termes de financement des projets stratégiques dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine routier, à travers la Banque de développement et d'investissement. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a même relevé la nécessité d'aller vers les instruments de développement. Et je pense que la banque vient en appoint pour financer tout cela. Et c'est cela, les différents éléments qui vont être regardés, approuvés par les chefs de l'État afin de libérer l'énergie dans le cadre de la réalisation effective de tous les instruments de la Confédération et ses constitutions. Merci à vous, Habib. Patient Parfendom, votre mot de fin pour sortir de l'émission. Mais de toute façon, l'Afrique n'a pas beaucoup de choix. Il faut continuer à renforcer nos capacités, à dynamiser nos ambitions d'unité. Il n'y a que dans l'unité que nous pourrons nous en sortir et que nous pourrons vaincre nos oppresseurs. L'AIS est en train de nous montrer aujourd'hui la voie à suivre. J'espère que d'autres espaces en Afrique, je pense à l'Afrique centrale qui m'est très chère, prendront la graine et comprendront que vraiment sans unité réelle, sans intégration réelle de nos forces, de nos capacités, de nos intelligences, on ne pourra pas s'en sortir. Malheureusement, nous sommes pris dans le piège de certaines contradictions liées à la gestion du pouvoir et on ne comprend pas qu'au-delà du fait que certains veuillent bien rester le plus longtemps possible au pouvoir, il y a l'avenir des peuples qui est engagé. Je rigolais encore avec ma fille cette nuit qui m'a envoyé une vidéo me montrant un peu les villes chinoises éclairées en cette fin d'année. Ce n'est pas la fin d'année dans la culture chinoise, mais en cette fin d'année. Vous regardez les villes de Shanghai, de Guangzhou, etc., etc. Quand vous voyez la mobilisation, n'est-ce pas, au niveau des bâtiments de l'éclairage public, vraiment un pâté de maisons dans une ville comme Shanghai éclaire carrément tout le Cameroun pendant toute une année. On ne peut donc pas comprendre que nous en soyons encore à nous battre, n'est-ce pas, pour obtenir notre souveraineté énergétique alors que les autres ont passé un autre cap. On a l'impression qu'ils ont même 100 ans d'avance sur les États-Unis aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'a pas su fédérer nos forces. On n'a pas su se mettre ensemble. On ne veut pas comprendre que les Bantoustans dans lesquels nous sommes ne peuvent pas être porteurs d'avenir et de progrès pour nos peuples. Et c'est pour cela que ce que fait l'AES est quand même quelque chose de fantastique et un rêve pour tout Africain sérieux. Et quand nous parlons de fédéralisme, c'est une manière pour nous de nous encourager, de les booster, aller le plus rapidement possible de l'avant pour que, enfin, notre rêve, le rêve du véritable panafricanisme politique puisse prendre corps au niveau de notre continent. Merci pour cette invitation. C'est nous qui vous disons merci à Patient Parfendom pour votre disponibilité, tout comme à Habib Boubacar Touré. Habib, votre agenda, je serai peut-être dans la confidence, est particulièrement chargé, mais vous m'avez dit, Baudelaire, je ferai tout pour être là ce soir. Merci à vous, Habib Boubacar Touré, une fois de plus pour cette disponibilité légendaire. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. On se donne rendez-vous demain mardi, déjà à matinée aux côtés de Tikendoubé, dans le cadre de votre matinale informative Forio Matin. Et nous nous retrouverons en soirée dans le cadre de votre quotidien, le PA, le point sur l'actualité. Mais vous le savez, entre ces deux émissions, vos programmes se poursuivent sur votre Mediapad Afrique. Portez-vous bien.